Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 7, le deuxième d'ailleurs, je vais commencer à les compter jusqu'à ce qu'on arrive autour du 15e, 16e, 17e, là, comme tous ceux qui nous écoutent depuis assez longtemps le savent. Là, je perds le fil de la chronologie assez rapidement. On vous fait un format comme d'habitude avec un au son de la cloche et on fait en deuxième partie un d'envoche. Deux sujets très d'actualité, je pense. On a beaucoup de choses à dire. En fait, le au son de la cloche, en premier lieu, touche une compagnie listée, mais ça va un peu virer en place au débat également, là, parce que je pense que Gab et moi avons beaucoup d'opinions sur cette nouvelle plateforme-là, pour ne pas faire de spoil. Les spoilers sont complètement faits à l'instant. Je suis tout à fait d'accord avec C'est vous. Sur ce, bonne journée. Effectivement, donc tout est Mais- tout est déjà dit, puis en deuxième partie, comme on l'a dit, je pense qu'il y a un sommet intéressant, à discuter aussi là, donc j'ai mis mais- la table, vous pouvez maintenant rester à l'écoute pour les 40 prochaines minutes, mais effectivement, je pense 2 sujets très intéressants. Gab, comme à l'habitude, je pense que tu peux faire un disclaimer à la fois côté compagnie listée et marché financier, mais peut-être aussi un peu d'opinion, là. Je pense que ça va être pertinent avec les positions. Ouais, bah, oubliez pas évidemment, comme on vous le dit à chaque semaine pour les nouveaux auditeurs, peut-être que ça va être une nouvelle introduction, que tout ce qu'on parle évidemment dans notre podcast, vous le savez, c'est notre opinion personnelle. Il ne s'agit pas d'une recommandation évidemment officielle de placement. On vous invite évidemment à prendre contact avec un expert. Quiconque est autorisé aussi à émettre des recommandations, des opinions à des fins professionnelles. Lui seul ou elle seule sera en mesure de pouvoir déterminer aussi avec vous si cela correspond aussi à votre profil d'investisseur. Euh, Petite correction aussi de coquille, JP, parce que tu nous as dit qu'on était dans vos poches. Au début, je me suis dit non, non, c'est absolument pas un dans vos poches. Donc c'était bien un place au débat, vous l'avez bien compris là pour la deuxième partie. Et le troisième, vous êtes bien au courant que dans la partie place au débat, bah, le but c'est de rester courtois, c'est de pas non plus s'insulter, troller dans les commentaires, même si parfois c'est drôle. Le but évidemment c'est de rester respectueux et courtois dans les commentaires ou euh, et puis même envers nous. Là, le but c'est pas de c'est des débats, mais c'est très haut niveau. Là. Le but c'est pas évidemment de se clasher. Et je pense, JP, qu'on est prêt à lancer l'épisode. Qu'est-ce que t'en penses? Absolument, effectivement, bon point sur le dans vos poches, là. Je pense que depuis qu'on a fait l'épisode 1 de la saison 7 avec le format d'origine, là, j'étais de retour aux sources pour C'est ça. l'éternité. Ceux qui aiment les dans vos poches vont être tristes que finalement ce n'est pas le cas pour aujourd'hui, mais on essaie d'ailleurs, on en parlait là, en off, là, on veut essayer de ramener, et je pense même qu'on avait dit la semaine passée, là, on va essayer de ramener un peu des sujets de ce type-là. Là. Donc pour ceux qui avaient hâte au dans vos poches aujourd'hui, c'est un plateau débat en deuxième partie, mais effectivement on va essayer d'en ramener à l'avenir. Donc commençons en force avec le premier segment, le au son de la cloche. Parfait. Donc, c'est plutôt simple. On veut parler de la fin de Twitter. Non, je blague, là. On en parlait. C'est là que l'opinion va tomber en deuxième partie du premier segment, là, mais on veut parler de Threads. Donc, cette nouvelle plateforme-là, ce nouveau réseau social-là qui a été sorti par la compagnie Meta, là, je pense que c'était mercredi de la semaine passée. Ça a déjà dépassé les 100 abonnés, les 100 millions d'abonnés, pardon, là, d'inscriptions pendant le week-end, si je ne me trompe pas. Donc, ça montre quand même une entrée en la matière plutôt fulgurante. Là, on sait qu'en comparaison, Twitter a à peu près 350 millions d'abonnés actifs présentement, donc déjà 100 millions d'utilisateurs. Je sais que Gab, tu as ton opinion sur bon, le compte, les créations et le nombre de personnes qui contribuent. Mais on parle quand même là, des stats qui ont été sortis d'à peu près 95 millions de publications déjà, 190 millions de mentions j'aime qui ont été faites. Donc ça ne veut pas dire grand-chose, certes, mais il y a quand même eu un impact quand même assez notoire, une entrée en la matière qui a amené Threads à être la première application de download là, sur la majorité des stores, pour autant sur le volet plus Android que Apple en termes de téléchargement. Et ça montre encore une fois, bon, on peut extrapoler un petit peu à savoir est-ce qu'il y a eu un impact au niveau de Twitter. On a vu des chutes au niveau du nombre d'utilisateurs de Twitter qui correspondaient avec l'entrée en la matière de Threads. Ce sont des plateformes qui sont un peu basées sur le même système. Donc, Threads se base également avec un nombre de caractères maximal de 500 caractères, pardon, des publications qui sont textuelles. Je pense qu'il y a des vidéos également de quelques minutes qui peuvent être mises. Mais c'est un peu le même genre de format que ce que Twitter fait présentement. Et la manière où l'entrée en scène de Meta dans ce type de système-là, sachant qu'il y a de Facebook,
qui est sous Meta, sachant qu'il y a déjà Instagram qui est sous Meta également. Bien, ça montre un peu, essayer de tirer profit de ce qui se passe avec Twitter. Twitter a quand même perdu beaucoup depuis que Elon Musk a fait l'acquisition en termes d'abonnés, en termes de revenus publicitaires et tout. C'est une plateforme qui était pas la présente à la base, elle est encore plus. Donc, je pense que Threads vient essayer de s'insérer dans un marché, de prendre des parts un peu à Twitter, ce qui n'est pas une mauvaise idée. C'est sûr qu'encore une fois, on est très loin du compte. Là. Je pense que un des gros bénéfices, puis je sais que Gab, tu vas probablement vouloir en parler un peu plus, là, mais la raison pourquoi Threads s'en sort si bien là, avec 100 millions d'abonnés en quelques jours seulement, en à peine 5 jours depuis le lancement de la plateforme, ben, c'est que c'est directement corrélé avec Instagram. Instagram, je pense, a 2 milliards d'utilisateurs à peu près. Threads est presque une sous-section, une sous-plateforme liée à Instagram. Il faut avoir, si je ne me trompe pas, un compte Instagram dans le but d'ouvrir Threads. On ne peut pas avoir accès à Threads sans ça. Donc, c'est sûr que c'est profiter un petit peu des utilisateurs croisés dans le but de rendre ça plus user-friendly. C'est pas une mauvaise solution. Encore une fois, je ne suis pas nécessairement la personne qui va encourager et être le plus grand fan de Meta en tant que compagnie au sens large. Mais je pense que ce n'est pas de faire un lien direct entre les deux systèmes. Ça va aussi augmenter très clairement là, les données d'utilisateurs, ce qui n'est pas mauvais lorsque vient le temps de faire des parutions en tant que société publique, ce qui est Meta. Mais effectivement, mon opinion est quand même assez simple. Je pense pas qu'en termes de médias sociaux, il y a tant de possibilités de croissance tant que ça. Là. Donc, à part aller grappiller un petit peu des parts de marché de Twitter, je blaguais un peu au niveau de la fin de Twitter. Je ne crois pas personnellement que Twitter va disparaître, mais clairement que Threads et Twitter vont être des comparables. Ça va pas amener grand-chose. Présentement, Threads est téléchargeable, je ne me trompe pas, beaucoup en Amérique du Nord. Je ne pense pas que c'est encore le cas en Europe sur des systèmes libres à cause de certaines réglementations qui existent. Il y a aussi beaucoup de litiges et beaucoup d'oppositions gouvernementales qui se passent plus globalement envers Meta et même Facebook. Donc, c'est sûr qu'un nouveau système peut entraîner encore une fois des problématiques au niveau des publicités et de certains types de revenus que Threads va avoir besoin là, pour être rentable, être au final un système qui va apporter de la valeur ajoutée, de la croissance au niveau de Meta au sens large. Mais je pense que ça reste une entrée en la matière qui est importante à suivre. J'ai encore une fois hâte de voir, surtout plus on va voir le nombre d'abonnés augmenter. À mon avis, on va dépasser les 350 millions d'abonnés au niveau de Threads juste à cause du lien direct, et même presque, j'étais indirect, c'est plutôt direct là, avec Instagram. Par contre, j'ai bien hâte de voir quelle va être la suite. Une fois qu'on a des abonnés, une fois que le lien existe avec Instagram, et les utilisateurs ont presque automatiquement un compte Instagram et un compte Threads, ça ne sera pas du 1 pour 1, on n'aura pas 2 milliards d'utilisateurs à mon avis sur Threads. Mais j'ai hâte de voir c'est quoi la suite en termes de monétisation, en termes de continuité au niveau du système, parce que l'innovation que Threads va faire, est-ce que ça va influencer qu'est-ce que Twitter va faire et vice-versa. Donc, je pense qu'il peut peut-être y avoir de l'amélioration au niveau de l'expérience dans ce genre de plateforme numérique-là qui est quand même de niche. Là, on s'entend, là, Twitter avait son monde à part complètement par rapport à ce qu'est Facebook, par rapport à ce qu'est Instagram. Donc, je pense que ça va être intéressant de voir est-ce qu'il pourrait y avoir une amélioration de l'expérience des utilisateurs qui aiment ce type de plateforme, ce type de partage de contenu-là. Donc, à voir. Je sais que Zuckerberg, et encore une fois, je le cite presque, mais je ne suis pas son plus grand fan non plus, là, mais Zuckerberg mentionnait qu'ils ont quand même atteint là, le fameux 100 millions sans même faire vraiment beaucoup de publicité. Donc, ça reste quand même une croissance qui est plutôt qui est basée uniquement sur presque le bouche à oreille ou plus l'initiative des utilisateurs d'Instagram. Donc, qu'est-ce que ça va devenir lorsqu'il va y avoir de la publicité, lorsqu'il va y avoir également peut-être de la rémunération pour des créateurs de contenu. C'est sûr que c'est ce qui pourrait amener un boost quand même assez intéressant. Et faut pas l'oublier, encore une fois, Twitter stagne un peu avec son 350 millions d'abonnés. Donc, qu'est-ce que ça va être là-dessus? Est-ce qu'il va y avoir des personnes qui vont décider de délaisser un peu? Parce que moi, je n'en fais pas partie, mais chez Gab, tu as à peu près, tu as Instagram, tu as Twitter et tout. Est-ce que le fait que Threads pourrait soudainement commencer à être une plateforme qui a une utilisation et qui a vraiment beaucoup d'activités par rapport à Twitter qui fonctionne très bien, mais reste quand même encore avec beaucoup de contenu commandité, beaucoup de contenu médiatique, si on peut dire? Est-ce que des personnes pourraient décider de dire, ben, je vais délaisser Twitter pour aller vers Threads parce que le contenu est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus mobile, modulable? Ça va être à voir, mais clairement, il peut y avoir un impact. Je pense juste que c'est important de mentionner que, bon, moi, je le vois comme étant un bon coup globalement pour Meta qui, bon, avec Facebook, ça fonctionne bien, mais la croissance de Meta en termes organiques, c'est un peu le métaverse, puis on ne va pas entrer sur le débat. On avait un excellent épisode du podcast là-dessus d'ailleurs. Mais je veux déjà de voir si Threads pourrait amener un petit peu de renouveau là-dessus dans cette méga compagnie-là qui continue de développer sur plusieurs plateformes. On sait qu'ils ont également WhatsApp en plus, donc ils sont à peu près partout en termes de différents types de médias sociaux qui existent. Donc, c'est pas mauvais de voir ça dans l'arsenal de Meta. Par contre, encore une fois,
mon avis, il y a quand même certains doutes, certaines limitations sur le potentiel de ce type de plateforme-là. On l'a vu, comme j'ai dit, Twitter a stagné à 350 millions assez longtemps. Là. Ouais, bah, tu l'as bien dit, c'est vrai que le gros défaut de Twitter, en fait, ces dernières années, c'est qu'effectivement, c'est un réseau social qui a une croissance, en fait, en termes d'utilisateurs qui est trop faible, en fait. On se rend compte que c'est encore une plateforme qui est assez niche, surtout orientée autour du contenu, comme tu l'as dit, très de journalistes, principalement dans les nouvelles, la politique, parfois il y a quand même plein de trucs sur, tu sais, sur moi, j'adore ça pour tout ce qui est économie, etc. Aller lire tout ce qui est aussi, ça sera plus en lien avec la deuxième partie, donc je vais pas faire de spoiler, mais tout ce qui est diplomatie, etc. Tu as énormément de gens très intéressants, effectivement, qui font du contenu sur Twitter. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que la plateforme, eh ben, ces derniers temps, en fait, a fait des virages à 180 degrés qui sont un peu chiants, en fait, honnêtement. Là. Donc, notamment bah, la fameuse limite des 200, des 280 caractères. Là. Enfin, avant, c'était 140, là, parce que c'était la taille d'un SMS, en fait, qui était à l'origine de 140 caractères. Ben, ça a été multiplié par deux pour se mettre quand même relativement un peu plus de texte. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que, en fait, pardon, ce qui est pas intéressant, pardon, du coup, c'est que Twitter avait dit, bon, bah là, on va pouvoir être capable de te mettre des plus gros textes. Bah là, tu peux plus. Maintenant, c'est limité à, faut que tu payes pour pouvoir faire le truc. Donc, j'ai l'impression que Elon veut vraiment pousser son système d'abonnement, mais est-ce que réellement ça vaut 10 balles par mois à mettre pour, alors qu'ils font de l'argent ailleurs, hein, il y a tout ce qui est contenu publicitaire, etc., qui rapporte aussi beaucoup d'argent. Mais comme tu l'as dit, bah, ils ont perdu énormément en revenus publicitaires depuis l'acquisition par Elon Musk. Et ben, ils n'ont pas le choix de se rattraper par d'autres trucs. Donc, c'est un peu, moi je trouve ça un peu contraignant en vrai, là, toutes ces limites-là. Là, donc, notamment. Bah, comme tu l'as dit, tu peux plus éditer les tweets, enfin il faut que tu payes, etc. La messagerie en direct, bon, fonctionne encore pour Twitter, mais bon, c'est extrêmement limité en termes de possibilités d'envoi, etc. Tu es limité en termes de taille de photos et de vidéos pour ce qui est mis sur la plateforme. Et bah, alors, Fred, en fait, j'ai l'impression, est encore une fois une nouvelle application de Facebook qui vise à copier en fait exactement ce que fait un autre. C'est assez drôle, hein, mais j'ai l'impression que maintenant, Facebook est en train de créer des applications dédiées pour chaque thème. Comme tu l'as dit, photo, bah, c'est Instagram, photo, contenu drôle, etc. C'est Instagram. Tu te souviens, avant, Snapchat, c'était connu pour les stories. Ben, bah, dès que Instagram a récupéré les stories, plus personne n'utilisait Snap. S'il y a encore des gens qui utilisent Snap, faites-moi signe. Je n'en connais pas beaucoup, là, mais moi, ça fait des années que j'ai supprimé mon compte. Puis bon, je pense qu'il y a plein de gens qui utilisent plus ça, là, depuis un bout, là. Donc, bref, c'est ça. Euh, Puis Threads, effectivement, bah là, c'est plus, par exemple, du microblogging. Hein, c'est le nom exact, en fait, des plateformes comme Twitter. Donc, c'est comme un blog personnel, mais limité en nombre de caractères pour faire juste des interactions très rapides, partager du contenu, répondre, etc. Faire des retweets. Et donc, Threads est exactement le même principe. Hein. D'ailleurs, l'interface ressemble énormément à celle de Twitter, mais avant l'arrivée d'Elon Musk, puisque tu peux faire des réponses, etc. Tu as le même système de retweet qui existe, le système de like, évidemment, est exactement le même. Donc tu peux exactement faire la même chose. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de message direct en fait en termes de possibilités. Bon, tu vas me dire, c'est comme une application qui est très connexe en fait à Instagram. Parce que d'ailleurs, ton user est le même que celui sur Instagram. La photo est la même, ton contenu, ta bio est la même. Tu peux même partager tes photos, tu peux les repartager sur les différentes plateformes. D'ailleurs, maintenant sur Instagram, tu peux même partager, quand tu fais une story, ça la partage sur Messenger, ça la partage sur Facebook, ça la partage sur WhatsApp. Donc en gros, ils essayent de tout intégrer, toutes leurs différentes applications ensemble pour qu'en fait tu sois le plus connecté possible évidemment, à leur empire et évidemment à ce que tu partages un maximum de données. Point critique est intéressant parce que moi-même j'ai testé l'application et bon, j'ai pas vraiment de commentaires à faire parce que bon, y a personne que je connais qui sont encore dessus. Tu l'as bien dit, JP, en effet, tu as pas mal de gens en Europe. L'application n'est pas encore disponible officiellement en Europe, là, donc ce qui fait que pour le moment, le nombre d'utilisateurs est assez limité en fait à l'Amérique du Nord, là, donc ou à part les petits malins qui arrivent à l'installer
sur Android en téléchargeant le paquet d'applications là. Donc c'est pas donné à tout le monde là. Bref, ce qui fait que bon, pour le moment, j'ai pas trop pu vraiment tester, comment dire, l'application en fait en tant que telle avec les interactions. Mais c'est vrai que ça ressemble énormément à ce que fait Twitter. Alors, la question, c'est est-ce que, justement, suivant le bad buzz en fait qu'a fait Twitter ces derniers temps, ils vont pas être capables d'aller chercher, on va dire, une portion, effectivement, du nombre d'utilisateurs. C'est un pari qui est prêt à être tenté. Je pense pas que c'est un pari qui coûte très cher pour Instagram, pour Facebook, parce qu'eux aussi ont connu quelques difficultés, notamment avec leur métaverse qui pose plus de questions qui ne sont capables de donner de réponses à proprement parler à comment fonctionne ce truc, puis comment ils comptent faire des sous avec ce fameux métaverse. Mais peut-être que ça va aider, en fait, vraiment Instagram et puis d'autres systèmes peut-être à essayer de se diversifier, trouver encore une fois un nouveau segment de marché qui n'a pas été exploré. En sachant qu'aujourd'hui, bon, bah, maintenant, le nombre d'utilisateurs de ces plateformes-là commence à stagner. Comme tu l'as dit, bon, Twitter est stagné par sa nature, mais Facebook, c'est sûr que comme en fait, tout le monde a Facebook, tout le monde a Instagram, surtout aujourd'hui, sauf toi, JP. D'ailleurs, c'est la running blague, la running joke, Absolument. mais tu n'as pas Instagram. Mais bon, je pense que fais pas plus mal parce que moi, malheureusement, j'y perds beaucoup trop de temps avec beaucoup de conneries là-dessus. Là, donc, c'est Twitter pardon, Instagram est extrêmement puissant justement pour être capable d'aller avoir de la rétention d'utilisateurs, d'être capable de proposer plein d'autres contenus, etc. Et ce qui fait que quand ils pensent, eh ben, entre ces différentes applis, Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram et maintenant Threads, j'ai l'impression que c'est ça, Facebook, encore une fois, t'achètes encore une fois un peu plus de ton temps de cerveau disponible, comme disait Patrick Lelay. Certains connaîtront la référence, hein. Je pense pas, JP, tu la connaîtras, mais je Oh, te l'enverrai au besoin. Euh, c'est assez intéressant, là, mais c'était un ancien président de la télé de chez nous qui disait que justement le job des chaînes de télé, c'était de vendre du temps de cerveau humain disponible. Mais c'est un peu ça. Et c'est le même principe, évidemment, pour Facebook. Donc, soyez pas, euh, soyez pas évidemment apitoyés évidemment derrière le discours de pour le moment tout est gratuit, il n'y a pas de publicité. Évidemment, ça va venir, hein. Évidemment, tout est fait évidemment pour te vendre de l'espace publicitaire. Et si je peux te donner un dernier commentaire, puis je pense qu'après, JP, tu pourras continuer si tu le souhaites. L'application a été extrêmement critiquée, par contre, pour sa politique au niveau des données personnelles. C'est absolument atroce. Je pense que j'ai jamais vu d'appli qui a autant de, comment dire, d'autorisation sur ton téléphone qui nécessite d'être activé en fait pour te communiquer des données, notamment des données de santé et des données financières. Donc, comme quoi, tu es capable, en fait, ils sont capables, évidemment, c'est anonymisé non plus, mais ils sont quand même capables d'aller chercher des informations extrêmement sensibles, hein. Je veux dire, faut pas prendre ça à la légère, évidemment. Tout ce qui est en plus question, évidemment, de santé personnelle, je trouve qu'il y a un dilemme, on va dire, éthique aussi qui se pose est-ce que ces gérants, ces conglomérats ont l'autorisation, en fait, le droit éthique de conserver toutes ces données-là qui sont pour le coup foncièrement qui sont censés t'appartenir. Et c'est pour ça que ça pose énormément de questions en Europe, qui on sait l'Europe a été la législation la plus ambitieuse sur la protection de la vie personnelle, le fameux RGPD. Là, donc c'est assez intéressant de voir que cette application-là n'est pas encore disponible en Europe pour ces raisons-là. Donc je sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter, JP. ouais, ben il y avait quelques points, là, tu parlais justement de la monétisation des publicités, là. Je sais que Zuckerberg a annoncé également que je pense que c'était à partir du moment où il allait avoir 1 milliard d'abonnés que ça allait commencer, là. Donc ça n'arrive pas tout de suite, mais tout de même, là, avec comme on dit, avec la cross-utilisation des plateformes de l'empire Meta, ça devrait arriver quand même assez vite. Et sinon, l'autre point que j'avais à soulever, c'est, tu sais, on entendait beaucoup parler de Elon Musk versus Mark Zuckerberg, là. Je sais que Musk parlait même de faire un combat de boxe ou d'UFC, là, c'est un peu n'importe quoi, là, mais ce clash-là entre les deux CEO, ces deux richissimes hommes d'affaires-là, se poursuit avec le fait que ben, Musk a quand même intenté, si je ne me trompe pas, une poursuite où il y a quand même des avocats là, de X-Corp, qui est la compagnie globale de Musk, là, qui possède d'ailleurs Twitter.
qui regarde là, pour justement utiliser des actions judiciaires parce qu'il semblerait que, on se rappelle, lorsque Musk a acheté Twitter, il y a eu beaucoup de licenciements qui ont lieu au niveau de Twitter et il semble qu'il y a beaucoup d'anciens membres de Twitter qui sont maintenant liés à Threads. Et donc, il y aurait peut-être eu des secrets industriels qui auraient été utilisés, ce qui expliquerait pourquoi Threads peut être monté et littéralement être un système fluide un peu à la Twitter avec le même genre de visuel, le même genre de truc. C'est sûr que c'est facile maintenant à répliquer. Certaines personnes qui travaillent dans le monde du data vont pouvoir mieux l'expliquer que nous dans les commentaires, là. Mais il y a quand même ce volet-là. Donc, dur à prouver, mais c'est sûr que ça fait l'exode qu'il y avait eu de Twitter, semble avoir regagné un petit peu l'équipe de Threads. Et le dernier point que j'avais à soulever, c'est cette compagnie-là va être bonne, on l'a mentionné tout à l'heure, mais pour les abonnés. C'est sûr qu'avec la quantité d'abonnés, Threads n'est pas appelé à disparaître, un peu comme pour ceux qui suivaient le monde des plateformes de streaming. Le Mixer était tombé out of nowhere, qui était une compagnie de Microsoft. Je le vois un petit peu comme ça. Avec le nombre d'abonnés, ben, Threads est là pour rester, même si ça ne fait pas nécessairement une tonne d'argent. Meta va pouvoir l'utiliser pour montrer encore une fois la croissance des abonnés dans le résultat global pour l'ensemble des plateformes. Donc c'est sûr que ça ne disparaîtra pas. Maintenant, comme on disait, ça va être de voir quelle va être sa place dans l'échiquier là, des médias sociaux et surtout des comparables un peu à la Twitter. Mais bon, je ne vois pas ça comme étant un énorme changement. Mais effectivement, c'est à voir le même classique. Meta continue de prendre de l'ampleur. Tu l'as dit, continue à prendre du temps d'écran, du temps de cerveau d'être humain. Ça amène souvent, et des données personnelles, tu l'as mentionné, là, ça amène souvent des litiges. Donc, à mon avis, Threads va être une nouvelle source de litiges potentiels là, face à Meta qui va devoir payer des gros dollars à l'avenir là, dans le but de corriger certaines situations. Là, mais clairement que c'est data related et c'est pas une mauvaise action pour continuer à aller chercher plus d'informations privées et à les revendre sur diverses utilisations, ce qui est le pain et le beurre de Meta plus globalement. Je sais pas, Gab, si tu as un autre point, sinon ça va nous amener vers notre deuxième segment, le Non. place au débat. Attends, ouais, je te disais qu'effectivement, j'étais prêt pour le place au débat, il n'y a pas de problème. On peut. C'est ce qui est bien. Donc, ça nous amène vers l'OTAN. On voulait parler, en fait, la trame est encore à voir. Là, on voulait parler un petit peu du sommet, mais il y a eu des nouvelles quand même aujourd'hui liées à la Turquie et à la Suède. Il y a également un peu la vision de la Turquie face à l'adhésion de l'Ukraine. Donc, en fait, c'est beaucoup la Turquie qui se mêle et qui met un petit peu du bois dans le feu avant le magnifique sommet qui va se faire d'ailleurs en Lituanie, si je ne me trompe pas, qui se produit sous peu. Mais effectivement, on a entendu là, pour entamer un petit peu les quelques nouvelles qu'on a vues aujourd'hui. Donc, Erdogan a changé un petit peu son fusil d'épaule, a décidé d'arrêter de faire sa blocade, son blocage de la candidature de la Suède pour être membre de l'OTAN. On sait, on en avait parlé, je pense, dans un autre épisode, là, que la Turquie avait quand même beaucoup de reproches, là, entre autres, liés au fait que la Suède aurait appuyé, entre autres, là, une organisation terroriste ou qui est jugée comme étant une organisation terroriste par la Turquie. Il y avait également eu des points là, que la Suède aurait encouragé ou du moins n'aurait pas limité de l'islamophobie sur son territoire, là. Donc il y a quand même différents points là, qui étaient utilisés là, par Erdogan justement pour mentionner que la Suède ne pouvait pas avoir son appui, donc n'allait pas devenir membre de l'OTAN malgré la candidature. On sait qu'à l'époque, on parlait de la Finlande et de la Suède. La Suède, ça stagnait un petit peu. Aujourd'hui, Erdogan a changé, comme je l'ai mentionné, d'avis là, après une rencontre avec justement le premier ministre de la Suède et également le président ou le premier ministre, je ne sais plus c'est quoi le nom du poste du numéro un de l'OTAN, bref. Mais après les discussions là, à huis clos, il y a eu une entente qui a eu lieu. Qu'est-ce que la Turquie gagne en échange? Bon, il y a un volet possiblement lié à l'intérêt d'Erdogan de rentrer dans l'Union européenne. Il y a également un peu de volet là, d'intérêt commercial entre la Suède et la Turquie qui entraînerait ça. Il y aurait certaines garanties qui auraient eu lieu là, dans le but d'entraîner des routes d'affaires plus développées entre les deux pays. Il y a également la livraison d'armes. Donc la Suède se porte quand même de manière plutôt intéressante dans le développement d'armement, là. Entre autres, bon, oui, le classique, là, les armes légères, mais également, si je me souviens bien, ils ont également un type d'avion qui est quand même assez renommé là, pour être à faible coût, mais très efficace. Donc, bref, la Suède a également de l'armement, ce qui est une très bonne chose aussi pour la Turquie. Donc il y avait cette trame-là. Et en deuxième lieu, puis Gab, je te laisse par la suite donner également ton avis, puis je pourrais relancer un peu également avec la mienne. Il y avait aussi bon, la Turquie qui, il y a quelques jours, avait mentionné là, vouloir appuyer l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN, ce qui, bon, est certainement un peu un doute, là, amène sa part de discussion et sa part on peut peut-être dire déjà que ce n'est pas très, très faisable. Biden l'a déjà mentionné d'ailleurs
en disant que ben, chaque centimètre, chaque inch, pour utiliser la terminologie anglophone de mesure, de territoire de l'OTAN doit être protégé coûte que coûte. Et donc, si l'Ukraine devient, pendant qu'elle est en guerre, devient membre de l'OTAN, mais techniquement, l'ensemble des pays membres de l'OTAN sont aussi en guerre contre la Russie, ce qui limite un petit peu la faisabilité de ça. Donc, c'est sûr que cette position-là de Erdogan et de la Turquie face à l'Ukraine va amener aussi beaucoup de discussions lors du sommet. Je sais que Gab, tu voulais en parler, là, mais il y a également eu en contrepartie là, de cette non-adhésion éventuelle de l'Ukraine tout de suite, là, d'ici à ce que la guerre ne soit pas terminée. Les États-Unis et certains pays membres vont quand même commettre d'autres types d'armements, là, un petit peu plus poussés. Donc, je sais que Gab, tu vas vouloir en parler, comme je l'ai mentionné. Mais c'est un petit peu ça. Donc, encore une fois, la Turquie trame beaucoup de choses en termes d'adhésion à l'OTAN. Donc, la Suède qui aurait le green light, ce n'est pas une garantie, il n'y a pas de date claire de son adhésion, mais au moins, le dernier bloquant qui restait devrait être réglé. Et les discussions sur l'Ukraine et son adhésion vont reprendre là, justement lors de ce sommet-là, backé en bon anglais par la Turquie à nouveau. Là. Oui, bah, tu l'as bien dit, c'est un espèce de virage à 180 degrés de la Turquie par rapport à cette position qu'elle n'avait pas changé en fait depuis le début de la guerre, puisque on se souvient, pour faire un petit rappel historique d'il y a 1 an et demi à nos auditeurs, vous vous souvenez quand effectivement l'Ukraine a été envahie, l'une des premières choses qui est arrivée, c'est que les deux pays qui étaient officiellement en fait, qui avaient une politique neutre en fait dans ces relations militaires, bah, c'était la Suède et la Finlande. J'exclus évidemment la Suisse et l'Autriche, c'est un peu particulier parce qu'eux ils ont une neutralité qui est définie dans leur constitution, qui fait qu'ils ne peuvent pas être engagés dans une alliance. Et bien bref, la Suède et la Finlande ont décidé de rentrer effectivement dans l'OTAN, évidemment pour faire face à la menace que représentait effectivement la nouvelle, la potentielle en fait rivalité qu'il pourrait y avoir avec la Russie. Donc un peu comme l'ont fait d'ailleurs les États baltes je crois que c'était sous le mandat de Bush, donc c'est début 2000, donc sont depuis effectivement les nouveaux membres. La Finlande a réussi à obtenir son approbation sans trop de problèmes, mais la Suède, comme tu l'as dit, il y avait un conflit parce que, de ce que j'ai compris, en fait, la Suède avait, en tout cas, comme résident, une portion en fait de personnes qui étaient membres du PKK. Donc, pour rappel, c'est le parti des travailleurs du Kurdistan. Donc, c'est une organisation, comme tu as dit, qui est considérée comme terroriste par la plupart des États de l'OCDE, notamment les États-Unis, l'Europe, puis évidemment la Turquie, et qui avait commis des attentats, notamment je crois dans les années 90 et début 2000, mais aussi jusqu'à assez récemment à Istanbul. Là, il y a eu le fameux attentat de la boîte de nuit. Là, je me sais plus si tu te souviens, c'était il y a quelques années déjà. Je crois 2016 ou 17, enfin bref. Corrigez-moi si je me trompe, chers auditeurs. Ce qui s'est passé, c'est ça, c'est que bon, il y avait ce problème-là, parce que la Turquie dit, bon, vous avez effectivement les gens du PKK chez vous. La Suède a dit, bah oui, oui et non. En fait, on n'a pas de, on n'a pas de preuves en fait qui sont liées au PKK. Puis c'est plus une raison, pardon de l'expression, de me faire chier en fait le processus. Donc évidemment, ça a créé en fait plutôt une espèce de zone pour obtenir des concessions. Ce qui est drôle, c'est que dans la journée, on entendait parler que la Turquie voulait faire un deal. C'est de dire, on échange l'adhésion de la Suède à l'OTAN, mais par contre, vous nous donnez l'Union européenne. Donc évidemment, le secrétaire général de l'OTAN a tout de suite dit, bon, qui s'appelle Monsieur Stoltenberg, c'est l'ancien Premier ministre norvégien, si je ne me trompe pas, a dit, bah, regarde, c'est nos affaires, l'OTAN et l'Union européenne, c'est deux choses complètement différentes. C'est effectivement beaucoup de pays de l'Union européenne sont membres de l'OTAN, mais pas réciproquement. Par exemple, la Norvège, c'est le meilleur exemple. La Norvège ne fait pas partie de l'Union européenne, elle fait partie de l'AELE, qui est une autre organisation européenne, mais ne fait pas partie, évidemment, de l'Union européenne pour des raisons économiques qui lui appartiennent. Même chose pour l'Islande, d'ailleurs, c'est la même chose. Ils ne font pas partie, effectivement, de cette alliance-là, mais par contre, effectivement, il y a quand même des points de rapprochement, si tu veux, entre les deux organisations. Et je pense que bon, ce que ça prouve aujourd'hui, c'est que la Turquie veut officiellement relancer en fait son bid pour rentrer dans l'Europe. Je pense que c'est un premier point qui est quand même à nommer. On sait que Erdogan vient d'être nommé. Peut-être qu'ils essayent de se créer, on va dire, un peu plus de sympathie, alors qu'on sait qu'il a été réélu, oui, on va dire avec 4%, avec des élections, on va dire,
qui sont parfois vues de manière assez litigieuse ou contestable. Euh, mais c'est peut-être qu'il essaie de trouver, on va dire, de nouveaux supports aussi. Peut-être d'aller se créer de nouvelles alliances ou peut-être des zones où il peut essayer d'aller grinder un peu plus. Parce que c'est ce qu'on se disait en off, mais c'est quand même un stratège quand même relativement malin, hein. Il a réussi à se créer toute une zone d'influence, on va dire, dans le Moyen-Orient, puis dans plusieurs pays. Et qui fait que bah, aujourd'hui, bah, la Turquie, à part évidemment ses ennemis historiques qui sont, on le sait bien, bah, l'Arménie et les peuples kurdes, et ben, puis quand même l'Iran d'une certaine mesure, et ben, ils se font quand même toute une espèce de sphère, on va dire, de chaud-froid et qui fait que bah, ils ont quand même un certain degré de pouvoir en fait dans la région. Donc, est-ce que l'Union européenne va vouloir avoir cette allié qui est assez imprédictible, faut l'avouer? Je ne sais pas. Je pense, à mon avis, non. Mais l'OTAN, en tout cas, c'est un allié stratégique, évidemment, des États-Unis, la Turquie, parce que, on le sait, c'est pas loin, évidemment, de plein de pays, on va dire, où il peut y avoir potentiellement des problèmes, notamment l'Iran, notamment l'Irak, notamment, bon, tout le blog, la Syrie, évidemment, notamment là aussi la Libye. Ce qui fait que bon, il y a quand même c'est quand même un partenaire stratégique important. Donc, je pense que la place de l'OTAN, en tout cas de la Turquie, n'est pas remis en cause. Et le fait même qu'ils aient approuvé officiellement la Suède va accélérer le processus et renforce en fait vraiment l'unité derrière l'Ukraine en fait dans ce conflit-là et prouve qu'en fait, encore une fois, que la Russie malgré qu'elle a ralenti, puis je pense que peut-être tu voudras rajouter des points là-dessus, JP, au niveau de la situation en Ukraine, mais malgré que la situation sur le front fait que l'Ukraine n'avance que très peu, eh ben, on a l'impression que le Kremlin est de plus en plus faible en fait par rapport à ce bloc d'alliance qui fait que bah, aujourd'hui Moscou n'a plus d'alliés, à part Minsk évidemment qui est un pantin, mais il y a peu d'alliés en fait, et finalement on se rend compte qu'effectivement sur le point de vue diplomatique, la victoire est quasiment totale pour l'Occident, en tout cas sur ce terrain-là. Là. Je sais pas si tu avais d'autres points à rajouter. Ouais, mais tu sais, pour revenir un peu sur le volet de la Turquie, je pense que le point embêtant, à la fois lié à sa position dans l'OTAN, mais également à son éventuelle possible position dans l'Union européenne, reste justement de voir, comme tu disais, les différents terrains sur lesquels il joue. On sait que, et on en parlait en off, la fin du deal pour les fameuses céréales ukrainiennes arrive, je pense, à la fin du mois de juillet. Et présentement, la position du Kremlin et de la Russie, c'est qu'il n'y aura pas aucune autre entente qui va être faite. Par contre, tu le disais, la Turquie va essayer de défendre, de protéger les bateaux de céréales ukrainiens, même au-delà du deal. Mais en contrepartie, Erdogan est supposé aussi rencontrer Poutine en août pour en parler, entre autres. Donc, c'est sûr que c'est de voir un peu moi, je vois Erdogan et la Turquie plus globalement, mais surtout Erdogan dans sa position et sa politique internationale comme étant, il va un peu aller là où il y a le plus grand intérêt pour lui, mais également pour son pays. Et donc, avoir la Turquie avec un rôle significatif et un peu un rôle de plaque tournante pour le temps, et l'Union européenne, on n'est pas rendu là comme on disait, mais ça reste c'est un peu comme tu sais, c'est un heel dans tout ce qui se fait. Donc, c'est sûr que moi, ce qui me fascine, c'est qu'on arrive encore avec, oui, bon, Biden va rester le représentant du pays le plus imposant de l'OTAN, la plus grande puissance militaire au monde encore à ce jour, et le pays qui contribue le plus à l'OTAN plus globalement. Mais ça reste que plusieurs décisions ne sont pas du tout dans les mains de Biden. Et Erdogan arrive justement avec sa position maintenant face à l'appui de la Suède, mais également veut absolument parler de l'Ukraine, alors que Biden n'a pas le goût du tout de commencer à avoir des discussions sur l'adhésion de l'Ukraine présentement, parce que ça fait juste en bon québécois, en bon français, une patate chaude, littéralement, parce qu'on sait pas trop quoi faire avec ça. Puis ça va impliquer encore une fois des concessions qui vont devoir avoir lieu à gauche et à droite, parce que Zelensky va aussi vouloir appuyer là-dessus pour dire, ben écoutez, si vous ne nous mettez pas, si vous nous garantissez pas une adhésion au sein de l'OTAN présentement, ben fournissez-nous des armes. Et on en parlait. Biden a dû promettre des armes qui sont avec des multiples, comment le décrire, avec une capacité de tirer un peu au hasard au final, parce que c'est des balles ou c'est des tirs qui explosent en multitudes de projectiles. Et ça peut encore une fois impliquer que ben, c'est pas une garantie que c'est seulement des militaires qui vont être touchés par ça, ça peut également être des civils. Donc, je vois un peu Erdogan comme étant, et ses positions, et on en parlait aussi, c'est beau d'avoir une politique internationale qui est vraiment être capable de jouer un peu partout et jouer sur tous les terrains. En même temps, la politique interne de la Turquie devrait être aussi une priorité. Donc c'est là où on voit
Encore une fois, Erdogan qui a repris son mandat, mais qui reprend un peu où il avait laissé, en priorisant beaucoup là, la manière dont la Turquie se positionne à l'échelle internationale et sur les différentes plateformes et sur les différentes tribunes qu'ils peuvent justement jouer un petit rôle de bras de fer, si on peut dire, comme l'OTAN en est la principale, la principale position présentement, ou la principale place où Erdogan semble vouloir justement tirer profit. Donc, ça m'embête un peu. Comme je disais, on verra la suite. Il y a beaucoup de bureaucratie. Là, on s'entend, à mon avis, avoir la Finlande et là, maintenant la Suède qui serait, en termes d'adhésion, je pense que c'est très bien pour l'OTAN. Ça aide également, encore une fois, le fameux bloc là, face à la Russie, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais ça reste quand même que c'est des choses qui ne vont pas se régler de manière imminente. Et Erdogan, malgré les garanties, malgré une bonne poignée de main, on ne sait pas quelle peut être la suite des choses non plus. Donc, tant et aussi longtemps que la Suède n'a pas une adhésion complète, et tant et aussi longtemps également que le sujet de l'Ukraine, espérons-le, après la guerre et après l'invasion russe, qui, bon, comme je le dis, le plus tôt ça va se terminer, le mieux c'est. Par contre, la contre-offensive, on sait que c'est pas encore parfait et l'opposition russe reste présente. C'est un peu ça la position. Donc, ma vision, on verra les conclusions du sommet qui va se produire, mais clairement, Erdogan a mis une table quand même assez épineuse là, pour les différents leaders qui sont présents. Encore une fois, on ne va pas parler plus largement du sommet de l'OTAN, mais c'est sûr que si je mets mon chapeau canadien, c'est sûr qu'ils montrent souvent des statistiques c'est dans ces sommets-là que les journalistes ressortent l'investissement ou le pourcentage du PIB investi dans la défense des différents membres de l'OTAN, la contribution militaire et de formation, et peu importe, des différents pays. Et on remarque que le Canada, malgré le fait que Trudeau peut parler bien fort, on est plutôt loin en termes de capacité de puissance militaire, de contribution globale au financement et à l'armement et à la formation dans l'OTAN. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu triste de voir ça. Mais ça, encore une fois, je ne veux pas ramener de sujet sur le Canada, là, mais je pense qu'il y a quand même quelques problématiques. Et le point qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'OTAN se porte très bien présentement par rapport à ce que c'était il y a quelques années. On le disait aussi en off il y a quelques semaines. Le fait que l'invasion de l'Ukraine a entraîné vraiment un resserrement des différents pays, ce qui est une très bonne chose plutôt qu'une implosion de l'OTAN. On se rappelle que sous Trump et sous le gouvernement républicain qui était avant Biden, ben, l'OTAN était un peu mise à mal, si on peut dire. Donc c'est sûr que c'est un peu embêtant de voir la force de l'OTAN, mais que le gouvernement américain a quand même un impact significatif sur sa capacité de continuer à être une force unie. Donc, je veux dire, c'est sûr que je parle un peu de ma position occidentale, mais je pense que l'OTAN est important. Mais reste à voir qu'est-ce qui va se produire lors des prochaines élections américaines, parce que je pense que c'est réellement le vrai domino qui va pouvoir assurer ce que la pérennité de ce resserrement va se faire au niveau des prochaines années. Donc, on verra. Pour l'instant, je ne vois pas ce sommet-là comme étant significatif, on s'entend, là. Mais clairement, il y a des enjeux importants qui doivent être discutés, mais tout ça peut tomber à l'eau si le gouvernement américain change et ne priorise plus le budget face à l'OTAN comme Trump semblait vouloir le faire, là. Ben après, ça, c'est vrai que c'est un sujet qui est hyper important, l'histoire du fameux 2% du PIB dans les dépenses militaires, parce que c'est vrai que l'Europe était vraiment à la traîne. Je crois que d'ailleurs la France, je pars de ce que je connais, on était à peu près à 1% seulement de nos dépenses du PIB qui étaient liées à la défense. Donc, alors que tu as certains pays qui ont évidemment des dépenses beaucoup plus élevées, notamment les Pays-Bas, parce que eux craignent réellement en fait la crainte évidemment d'un conflit sur leur territoire. Il faut rappeler aussi que historiquement, ces pays-là ont été envahis en fait par l'Union soviétique, hein, puisqu'ils étaient indépendants avant la Seconde Guerre mondiale, et puis ils ont été en fait de force, en gros, attachés à l'URSS. Donc, il y a un contexte effectivement qui fait qu'ils sont toujours en crainte effectivement à ce que Moscou revienne mettre leur nez effectivement dedans. Surtout qu'ils ont une grande portion, c'est pas non plus énorme, mais je crois que c'est à peu près 15% de leur population qui est russophone, notamment dans les régions qui sont près en fait de la région en tout cas de la frontière pardon avec la Russie. Donc il y a un contexte qui est un peu différent. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, bah, on parle de plus en plus de questions de défense. C'était un truc qui était complètement tabou, comme tu l'as dit, il y a 2 ans. Emmanuel Macron, d'ailleurs, parlait de l'OTAN et que l'OTAN était dans un état de mort cérébrale. Et aujourd'hui, en fait, n'a jamais été aussi forte, hein, puisque on parle de plus en plus bah, de partenariat, effectivement, pour améliorer, effectivement, la relation avec l'OTAN notamment avec d'autres pays. Tu l'as mentionné, bah, il y a la Géorgie aussi qui est de plus en plus intéressée. On sait que d'ailleurs ils sont quasiment prêts à avoir de l'armement, mais le contexte fait que, un peu comme l'Ukraine, bah, leur territoire est pas mal en fait, pas mal envahi déjà par la Russie. Donc, enfin, soi-disant en fait, parce que c'est toujours
à prendre ça avec des pincettes, là, mais ce qui a, avec le conflit en Abkhazie et en Ossétie du Sud, bah, c'est un peu la même chose qui s'est passé en Ukraine. Même chose pour la Moldavie avec la fameuse Transnistrie, qui est une autre région qui est contrôlée par des séparatistes pro-russes. Donc, c'est assez complexe, effectivement, de fait d'énumérer évidemment tous ces conflits-là, mais ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que cette union-là, qui était il y a 2 ans dans un état complètement à l'abandon, et ben on se rend compte qu'elle n'a jamais été aussi forte, parce que justement, tu as une rivalité avec un belligérant qui veut montrer des dents, puis finalement, en fait, j'ai l'impression qu'on est en train de se casser la gueule, parce que sur le point de vue diplomatique, je me répète encore une fois, eh ben Moscou a perdu. Et d'ailleurs, Moscou apparaît de plus en plus faible. Puis ça, c'est peut-être la dernière anecdote que je vais parler pour aujourd'hui. Puis après, je te promets, je me tais, JP, parce que je vois l'horloge tourner. Euh, Ce qui est intéressant, là, je sais pas si tu as vu, là, mais Prigogine, ils ont montré les images, effectivement, de sa luxueuse demeure, là, à Saint-Pétersbourg, là, donc, où finalement, en fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, il est une mèche avec le pouvoir. C'est un espèce d'oligarque une espèce de thug, là, je sais pas, j'ai pas d'autres termes à donner là-dessus. Et en fait, c'est ça, Moscou invite Prigogine qui, il y a 3 semaines, était tenté de faire un coup d'État. Enfin, ça paraît vraiment bizarre, etc. Et on a l'impression que c'est ça que le Kremlin, quand même, est dans une position, on va dire, de fébrilité un peu plus importante que c'est l'était il y a même pas 2 mois, là, tu vois. Donc, à voir, on le dit toujours, hein, on va continuer de suivre évidemment ce qui se passe, mais je pense que les prochaines étapes vont être de regarder ce qui se passe en Ukraine. Est-ce qu'il va y avoir une réavancée au niveau du conflit? Est-ce que la centrale de Zaporizhzhia va être capable d'être reprise? Moi personnellement j'en doute, parce qu'il y a évidemment le risque évidemment aussi nucléaire qui est derrière. Donc plein de, pardon, de pistes de réflexion que je vous laisse pour cette semaine, mais je trouve que c'est évidemment l'actualité est évidemment très intéressante et on va continuer de suivre ce qui se passe. Exactement. Donc, c'est ce qui met un terme à cet épisode du podcast. Donc, merci, comme à l'habitude, Gab, pour ta contribution. Merci tout le monde pour votre écoute. Donc, comme à l'habitude, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, donc qui est la plateforme clé pour les commentaires publics. Donc, vous pouvez justement, si vous avez apprécié la vidéo, mettre un like, vous abonner à la chaîne et mettre la cloche pour les notifications. Ceux qui ne veulent pas contribuer ou partager nécessairement leur opinion sur une base publique, n'hésitez pas à utiliser l'adresse courriel que Gab met dans les zones de description. Donc, ça nous fait toujours plaisir de vous lire également et de vous répondre dans les meilleurs délais. Et sinon, pour la majorité d'entre vous, donc vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Overcast, Deezer, etc. On attend que Meta lance une plateforme de podcast audio pour également la nommer. Ça ne devrait pas attendre. Il doit présentement, littéralement, attendre à la sortie des bureaux chefs de Spotify pour embaucher les personnes qui ont été mis à pied ou ont décidé de changer de compagnie. Donc, on salue Zuckerberg qui a des idées de génie en regardant chez le voisin. Petite fin avec S'il veut un nous autre. embaucher, il est toujours le bienvenu, hein, si... Honnêtement, même, je pense que j'hésiterais à ce point-là. On ramène pas ça vers un place au débat, là, mais Zuckerberg, c'est Zuckerberg et je suis clairement pas Ce serait comme dans avec son fan club. Mixer ou je sais plus quoi, là, tu sais, le truc avec Et de XQC, là. Microsoft, ouais. Ça n'avait Ouais, pas marché très très bien. Non, mais là, c'est ouais. un nouveau truc d'ailleurs qui a été lancé avec XQC, qui est d'ailleurs québécois. On le salue, lui, peut-être nous écoute. Mais effectivement, là, très bon. On est en train de faire un deuxième épisode en Ouais, seconde ouais. partie. Mais on va rendre l'antenne. Donc, encore une fois, n'hésitez pas là, sur les plateformes audio à mettre des likes et à vous abonner à la chaîne. Là, ça aide également beaucoup au référencement numérique. Et sinon, là, comme toujours, n'hésitez pas à partager le contenu de Boucharé avec vos proches, vos amis, vos collègues. Ça nous fait également toujours plaisir de voir la communauté croître. D'ici là et d'ici la semaine prochaine, je vous souhaite et je te souhaite, Gab, une très belle semaine. Bonne semaine tout le monde. Salut.